finale de la Coupe du Mali, le stade malien de Bamako remporte la 62e édition en battant les 11 créateurs de Nyarela 1-0. Les Blancs de Bamako ont reçu leur trophée des mains du Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Hajj 2023, le premier vol de la filière gouvernementale est arrivé à Médine en Arabie Saoudite. Les pèlerins ont été accueillis par les responsables de la Commission nationale d'organisation. À leur départ ce matin, le ministre en charge des affaires religieuses a salué la bonne organisation de ce pèlerinage. Le chef d'état-major général des armées poursuit sa visite de terrain à l'intérieur du pays. Le général de division Omar Diarra mobilise à Gao les troupes pour la réussite de l'opération Tilekoura, une opération qui vise à sécuriser le référendum constitutionnel du 18 juin prochain. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité au Mali, elle est sportive ce soir d'abord avec la 62e édition de la finale de la Coupe du Mali. En plateau avec moi, Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Ibrahim, bonsour à tous. Alors, le stade malien de Bamako remporte le trophée de la 62e Coupe du Mali de football. En finale disputée cet après-midi, les Blancs ont battu, nous l'avons dit, les 11 créateurs de Nyarela. 1-0. Oui, le but du stade malien a été inscrit à la 54e minute par Lassine Kouma et Abdul Karim Kaba était dans les gradins du stade du 26 mars. Voici ce qu'il nous en dit. Ainsi prend fin la 62e édition de Coupe du Mali ici au stade du 26 mars de Rimadio avec le sacre du stade malien de Bamako sur le score d'1-0. But marqué à la 54e minute de jeu par Lassine Kouma. Donc le stade malien de Bamako remporte son 22e trophée de Coupe du Mali pour cette édition 2023. Lassine Kouma. La cérémonie, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Il en a donc profité pour lancer un message fort. Il a félicité le vainqueur, mais aussi le finaliste pour les efforts fournis. Mais la plus grande victoire, selon le chef du gouvernement, c'est celle du Mali. Et il a invité les jeunes à œuvrer dans ce sens. Le président de la transition, malgré ses multiples occupations, a estimé que cette coupe ne pouvait pas se jouer sans sa présence. Il nous a donc désigné des annonces venir le représenter auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, de la construction citoyenne, auprès du président de la Fédération malienne de football, auprès des joueurs. D'abord, je voudrais féliciter les joueurs. Vous savez, dans une compétition comme ça, il y a certes une équipe qui marque des buts, qui est à féliciter, c'est le stade malien. Mais le match, c'est la jeunesse malienne qui l'a gagné. C'est l'ensemble de l'encadrement et les services administratifs de l'État. Le match indique un certain nombre de choses, de valeurs que le président estime qu'il faut que la jeunesse s'approprie désormais. Nous avons constaté que le goût de l'effort, la persévérance, le sens de l'innovation, la mobilisation générale sont des ciments, non seulement de la jeunesse, non seulement du sport, mais ces valeurs doivent être incarnées par l'ensemble du peuple malien. Vous savez, nous sommes dans une phase extrêmement difficile de la reconstruction de la nation. Et cette reconstruction recommence par la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que le nom du ministère inclut la construction citoyenne. Et le Malikoura auquel nous pensons tous, le Mali refondé, le Mali du véritable changement, doit aboutir à travers les valeurs que je viens de citer. Voilà, Ibrahim, on va juste ajouter que le stade malien de Bamako
donc, est recordman au nombre de Coupes du Mali remportées avec désormais 22 trophées. Le Djoloua suit avec 20 et l'AS Real en a 10. D'accord. Alors, hier, la finale dames, elle s'est jouée. Ce sont les Amazones de la commune 5 du district de Bamako qui ont eu le bonheur de soulever le trophée. Vous allez vous rendre compte justement de leur bonheur. C'est une grande première. Elles ont inscrit pour la toute première fois leur nom au palmarès de cette coupe. Et on va donc suivre le résumé de cette finale avec Salif Diakité. Grosse sensation en finale de la 8e édition de la Coupe du Mali de football féminin. Les Amazones de la commune 5 ont inscrit leur nom au palmarès de la Coupe nationale grâce à leur victoire 2-1 face à l'AS Mandé après prolongation. Dans une finale à plusieurs visages, l'AS Mandé, détentrice du trophée, a pris le devant à la 34e minute grâce à Salamatou Kamara. Mi-temps 1-0. À la reprise, les joueuses de la commune 5 s'orientent vers l'avant dans l'optique d'acculer la défense adverse pour égaliser. Ce schéma tactique fonctionne à merveille car les Amazones de la commune 5 égalisent à la 86e minute par l'entremise de Nana Diarra. Les Amazones accrochent l'AS Mandé jusqu'au terme du temps réglementaire. L'arbitre central Rokia Fofana renvoie les deux équipes en prolongation. À la 109e minute, les Amazones de la commune 5 surprennent l'AS Mandé grâce à ce coup de tête de Oulé Kamara. 2-1, score final. On est très contents ce soir parce qu'on savait qu'on allait les battre. On savait très bien ça parce qu'on a travaillé, on a très bien travaillé et on a entendu les consignes de nos entraîneurs. Les Amazones de la commune 5 déjouent les pronostics et inscrivent leur nom par la même occasion au palmarès de Dame Coupe. Voilà, pour une équipe dont l'objectif était le maintien, remporte le trophée de Dame Coupe. Bravo. Faut le faire. Et on va terminer avec juste un mot de Ligue des Champions de football en Europe. Voilà, avec la finale qui se joue entre l'Inter et Manchester United à la mi-temps. En tout cas, au moment où on rentrait dans ce studio, le score était de 0 but partout. Et une petite information pas favorable aux Citizens, la blessure de Kevin De Bruyne qui est sortie juste avant la mi-temps. Merci beaucoup, Kodji Sibi, pour toutes ces informations sportives. Et nous ouvrons à présent la page consacrée au référendum constitutionnel. Dimanche prochain, les Maliens sont appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel. Les forces de défense et de sécurité votent, elles, demain. Par anticipation, la campagne en cours depuis le 2 juin dernier s'achève le 16 juin. Parole aux deux courants. D'abord, le collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif qui était face à la presse cet après-midi. Objectif, appeler les Maliens à sortir massivement le 18 juin en faveur du oui. Suivons plutôt la déclaration du coordinateur du collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif, colonel Abdoulaye Maïga, au micro de Mamadou Fane. Nous, citoyennes et citoyens maliens, membres du gouvernement, du Conseil national de transition, du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel, soucieux de préserver la neutralité de l'État et des institutions durant la campagne du scrutin référendaire, qui ne met pas en jeu des candidats en compétition, convaincus de notre engagement sans faille à réussir le processus de refondation de notre nation dans le respect des aspirations profondes du peuple malien. Adhérant totalement au projet de constitution qui reflète la vision du Mali Koura, résolu à convaincre l'ensemble des Maliennes et des Maliens sur l'impérieuse nécessité de doter notre pays d'une nouvelle constitution, déterminé à rassembler l'ensemble des forces vives et de notre pays pour un oui massif au scrutin référendaire du 18 juin 2023. Décidons de créer le collectif des acteurs institutionnels pour un oui massif. C'est vrai, avoir des cartes d'électeurs est notre souhait. C'est notre souhait et je pense que nous allons nous impliquer
en tant que membre de ce collectif pour aider à ce que tous les Maliens, autant que faire se peut, en âge de voter, puissent avoir leur carte d'électeur. Et nous sommes permanemment disponibles à la disposition de nos compatriotes et nous allons vers eux sur le terrain pour leur expliquer la pertinence et la nécessité d'adopter ce projet de référendum. Mais il est important d'annoncer d'ores et déjà les programmes de meeting. Donc nous prévoyons 2 types de meetings, des meetings régionaux. Le mercredi 14 juin, il y aura des meetings régionaux simultanément à Mopti, à Tombouctou et Gao. Et le jeudi 15 juin, il y aura également des meetings simultanés à Kaï, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Et il y aura un meeting de clôture le vendredi 16 juin au stade du 26 mars à Bamako. Nous avons pris les dispositions. C'est la première fois que nous vous annonçons un tel événement dans le cadre de la campagne référendaire. Donc si nous l'annonçons, comme je l'ai dit, quelque part nous avons pris toutes les dispositions afin que l'activité se passe dans des conditions idéales. De continuer notre plaidoyer dans le cadre du projet constitutionnel dans toutes les régions du Mali, si bien Kidal que les nouvelles régions. Et nous n'avons évidemment pas oublié les cercles et les arrondissements. Ce que nous venons de vous annoncer est un programme du collectif des acteurs institutionnels pour le 8 massif. Et suivant à présent le courant du nom, son porte-parole du jour, Lamine Diakité, fustige le maintien de la laïcité dans le projet de constitution. Il appelle à voter non. Nous l'écoutons au micro de Saloum Konaté. Notre point de vue est que ce projet de constitution contient ce qu'on appelle la laïcité. Et la laïcité est un terme qui est contre l'islam. Le Mali étant une république majoritairement musulmane, donc avoir un tel truc dans la constitution est contraire à nos mœurs, est contraire à la religion de la majorité de la population. Et donc nous pensons qu'il faut l'enlever là-dedans. Quand on lit la constitution, on voit qu'il y a même une contradiction là-dedans, parce qu'on dit dans l'article 14 par exemple, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de la loi. Ça c'est dans l'article 14. On trouve encore que le Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique et laïque. Et donc, on dit que la personne a droit à la liberté de religion et on dit que la république encore est laïque. Et on va jusqu'à dire également que l'école est complètement laïque. C'est-à-dire, on dit dans l'article 11 que tout citoyen a droit à l'instruction, l'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïque. Donc ça, c'est en contradiction flagrante. Parce que quand on dit que c'est une république islamique, on doit donner le droit à chaque musulman à l'école d'apprendre sa religion, d'étudier à l'école et d'apprendre également sa religion. Et si cela est fait, nous allons que tous les problèmes que nous vivons dans notre société, la corruption, le détournement de deniers publics, lorsqu'un cadre sort de l'école ou de l'université malienne, formé dans sa religion, quelle que soit la religion, ce n'est pas seulement la religion musulmane, il y a la religion chrétienne aussi. Quand tu es chrétien, tu es bien formé. Un chrétien bien formé ne détourne pas le denier public. Un musulman bien formé ne détourne pas le denier public. Même celui qui est bien formé sur nos mœurs également ne détourne pas le denier public. Il y a plusieurs autres articles. Le temps ne nous permet pas de tout développer. Je vais vous donner un point. Ils ont dit que le mariage, dans l'article 9, le mariage et la famille qui constituent le fondement naturel de la vie en société sont protégés et promus par l'État. Le mariage est l'union entre un homme et une femme. Ils ont dit que le mariage est bien l'union entre un homme et une femme. Donc je donne un exemple à nos téléspectateurs. Si tu es marié, tu as une seule femme, ok? Tu es marié, donc il y a eu un mariage entre toi et la femme, un homme et une femme. Quand tu as envie de prendre une deuxième femme, notre société permet la polygamie quand même. Ça veut dire que tu ne peux plus te remarier encore parce que tu as déjà une femme. Tu ne peux pas te marier avec une deuxième femme, sinon en ce moment ton mariage sera l'union entre un homme et deux femmes. Quand le président de la République prête serment, dans l'article 55, il dit « Je jure devant Dieu et le peuple souverain ». Mais si le Mali est une république laïque, on ne doit plus jurer devant Dieu. On ne doit plus jurer devant Dieu et le peuple malien. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite
Les représentants des deux courants se présentaient au siège de l'organe demain dimanche 11 juin 2023 pour l'enregistrement de leur message de campagne à 10h le courant du non, 10h30 le courant du oui. Et je rappelle que demain dimanche 11 juin, donc les forces de défense et de sécurité votent par anticipation. L'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, ouvre le centre de médias et de l'information électorale. Il est installé à l'hôtel de l'Amitié pour accompagner l'organisation des élections dans un climat apaisé, inclusif et surtout dans la transparence. Il permet aussi de faciliter aux journalistes l'accès aux informations sur les élections. L'ouverture de ce centre a été couplée au lancement de la solution de consultation par SMS des centres et bureaux de vote ainsi que du site internet de l'EJ. Mamadou Fane. L'information et la communication sont capitales pour la réussite de toute élection. L'autorité indépendante de gestion des élections EJ et son partenaire, le projet d'appui aux réformes électorales, l'ont bien compris à travers le lancement de ce centre des médias et de l'information électorale. Ce centre est un espace de promotion et de partage de la bonne information électorale. Il marque ainsi la volonté de l'EJ d'instaurer une transparence dans le processus électoral. Le rôle central des médias dans les processus électoraux n'est plus à démontrer. Ils sont de puissants relais d'information pour la société tout entière. En mettant en place ce centre des médias et de l'information électorale, l'autorité indépendante de gestion des élections l'EJ a bien compris cela. La contribution du parrain à la mise en place et au fonctionnement du centre des médias et de l'information électorale n'est qu'un des nombreux efforts consentis par le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires pour appuyer les processus de réforme et les élections. Le lancement de ce centre a été couplé à la présentation de la solution de consultation par SMS des centres et bureaux de vote. Les électeurs pourront ainsi s'informer sur leur lieu de vote à travers des numéros, le 36 777, le 80 03 66 66 pour les Maliens établis à l'extérieur. Effectivement, c'est une volonté de transparence et d'information pour la simple raison que nous le savons, sans être des spécialistes de la presse, qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est la communication, c'est l'information. Et le processus électoral ne peut prendre corps, ne peut s'incruster de façon positive dans la dynamique de l'organisation des élections en République du Mali sans cette communication. Cette cérémonie a été l'occasion pour le l'EJ de présenter son site web, à savoir le www.ejmali.org ou encore www.ejmali.ml, un site sur lequel toutes les informations relatives au processus électoral et au fonctionnement de l'EJ pourront être consultées par le public. En plus bref, suivant à présent la prestation de serment des membres de la coordination de l'EJ à Conakry et à N'Djamena. Un commentaire signé Saloum Konaté. Les membres de la coordination de l'EJ de l'ambassade du Mali à Conakry ont prêté serment ce lundi 5 juin devant l'ambassadeur Modibo Traoré. Il s'agit de M. Mahamandra Mamadou Namouri Kamara, Cheikh Oumar Sow, Boubacar Meiga et Seydou Diarra. Même exercice à N'Djamena. La prestation de serment des membres de l'EJ a eu lieu ce jeudi 8 juin dans la salle de réunion de l'ambassade du Mali sous la présidence de son Excellence Sadio Gassama, ambassadeur du Mali en N'Djamena. Ont prêté serment M. Souleymane Kamara, Mme Tal Aïssata Konaté, M. Abdoulaye Kouressi, Mohamed Ba et M. Moussa Sissi. Ici au Mali, un tour à Koutiala pour suivre un message d'apaisement et à la mobilisation générale. C'est un appel du Djamanatigi au nom des légitimités traditionnelles de la région. Il prône un vote massif au référendum dans un climat de paix et de cohésion sociale. Oumar Ouattara est au micro de Brahima Kone. Moi, je lance un appel à tous les Maliens, que tous les Maliens sortent pour aller exprimer leur citoyenneté en allant voter. Ça ne prendra pas du temps. Quelques minutes seulement, c'est fini. Tu as joué ta citoyenneté. Ton rôle dans la nation, tu l'as joué. Maintenant,
ceux qui doivent aller travailler le matin, je demande à ceux qu'ils aillent voter d'abord, après aller continuer leur travail. Parce que ça doit être la priorité de la journée. Donc, vraiment, je demande à tout et chacun de sortir pour aller voter massivement et qu'on puisse montrer aux yeux du monde que les Maliens sont unis, que les gens sortent massivement, tranquillement, dans la paix et dans la quiétude, aller voter pour qu'on puisse avoir un taux de participation très élevé. Entre 95 et 90%, cette constitution mérite ce taux de participation. Le Mali a besoin de paix. Les responsables de la transition sont en train de lutter pour que la paix règne dans notre pays. Et Dieu merci, aujourd'hui, dans ce pays, on est en paix. La tranquillité est là. L'ONG AFAD, Association de formation et d'appui au développement, apporte sa contribution au processus politique et électoral au Mali. Elle vient d'initier à Ségou une rencontre d'échange sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits et violences liés aux élections. Jacqueline Dako et Bassi Traoré pour les détails. Comment faciliter un dialogue apaisé autour des polémiques et craintes liées au processus électoral au Mali? Comment prévenir les violences relatives aux processus politiques et électoraux? Autant de questions qui trouveront des réponses au cours de cette rencontre avec les partis politiques et les représentants des populations. Une rencontre voulue par l'ONG Association de formation et d'appui au développement et ses partenaires. Au nom de la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, COPER, au nom de l'ONG AFAD et à mon nom propre, pour souhaiter la bienvenue à vous tous ici présents à Ségou, à la rencontre d'échange entre les partis politiques et les représentants des organisations de la société civile sur le thème « Renforcement du dialogue et la prévention des conflits et violences liés au processus politique et électoraux au Mali ». Il s'agit aussi, durant 2 jours, de partager avec les partis politiques et la société civile l'état de l'évolution du processus électoral. Cela à travers des plénières et groupes de réflexion thématiques. Pour les plus hautes autorités de la transition, le dialogue, la concertation et l'inclusion sont les fils conducteurs de toutes les réformes entreprises par le gouvernement, et c'est dans le but ultime de préserver la paix et le consensus dans les choix publics. Cet atelier se tient dans le cadre du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali PAREM. Un projet initié par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation en partenariat avec le CMDID et AFAD, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, mis en œuvre par le PNUD, l'ONU-FEM et la MINUSMA. Le chef d'état-major général des armées en visite de terrain à l'intérieur du pays, accompagné de plusieurs chefs militaires. Le général de division Oumar Diarra était dans les régions militaires numéro 1 et 7 pour encourager les hommes à se mobiliser pour la réussite de l'opération Tilekura, une opération qui vise à sécuriser le référendum constitutionnel de Gao, Aliou Idrissa Maïga avec le concours de la DIRPA. Échanger avec le commandement militaire et les hommes sur la situation sécuritaire, les défis et les consignes à respecter pour l'intérêt de la nation, mais aussi demander au commandement et aux éléments de se mobiliser dans le cadre de l'opération Tilekura pour la sécurisation et la réussite du référendum, c'est l'objectif du déplacement effectué par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à Gao, Bourem et Menaka. Cette visite de commandement, c'est pour vérifier les dispositifs du concept Tilekura, la sécurisation du processus électoral, m'assurer comme quoi les directives qui ont été données par rapport à la sécurisation du processus électoral, si tout est en place déjà. Cette visite a permis au chef d'état-major général des armées de s'assurer de l'application des directives du concept Tilekura avant d'inviter le commandement à prendre toutes les dispositions sécuritaires afin que les populations puissent voter le 18 juin 2023 dans toutes les localités sillonnées. Les urnes ont été transportées déjà, voir avec les autorités militaires qui sont là en coordination avec l'administration, tous les dispositifs pour que les militaires puissent voter le 11 juin et permettre à nos compatriotes d'aller voter aussi le 18.
Voici un peu vraiment l'objet de cette visite par rapport à l'évaluation du concept Tilekura de sécurisation du processus électoral. Au cours de cette visite de 2 jours, le chef d'état-major général des armées et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux gouverneurs des régions de Gao et de Menaka. À Bougouni, les travaux des chantiers du camp militaire et du gouvernorat évoluent bien. Constat du gouverneur, le général de brigade de Keba Sangari, qui s'est rendu sur les 2 sites, Jafar Haïdara et Djibril Bakayoko. 3 mois après la pose de la première pierre du camp militaire de Bougouni par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel de Sadio Kamara, les travaux sont à plus de 40%. Les bureaux sont au dernier scénage et d'autres sont au stade de raccordement, toutes choses qui justifient la satisfaction du chef de l'exécutif régional, le général de brigade de Keba Sangare. Venir aujourd'hui constater que des bâtiments de PC de compagnie de régiment sont sortis des terres, sans oublier que l'aspect même est réconfortant pour quelqu'un qui sait ce que c'est que la sécurité dans la zone de Bougouni. Bougouni est très content et très fier parce que 80% de la main-d'œuvre locale et souvent spécialisée viennent de Bougouni. Deuxième grand chantier visité, le nouveau gouvernorat situé sur la colline avec une vue large sur toute la ville. Là aussi, les travaux évoluent à hauteur de souhait malgré quelques difficultés enregistrées. À petits pas, les entreprises nous ont accompagnés. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a pas un grand retard. L'essentiel pour moi, que les délais compressifs qu'on a eu avec les entreprises soient respectés et surtout que le matériel soit de bonne qualité et que les travaux se passent dans les règles de l'art avec les entreprises de contrôle. À la fin de la visite, le gouverneur de la région a remercié le gouvernement pour l'effort fourni dans le développement de sa région en matière de santé, de l'hydraulique et d'infrastructures. 2023, à présent, les pèlerins du premier vol de la filière gouvernementale sont arrivés cet après-midi à Médine, en Arabie Saoudite. Ils ont été accueillis à leur arrivée par les responsables de la Commission nationale d'organisation. Ils sont plus de 300 pèlerins. Écoutons plutôt Ousmane Traoré, président de la sous-commission religieuse. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Soumaïla Berté, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. Par la grâce d'Allah, on a quitté Bamako ce matin à 6h et on est bien arrivé à Médine. Tous les pèlerins sont arrivés à Médine, à l'aéroport de Médine, vers 15h, l'heure d'ici. Et les pèlerins sont au nombre de 350 environ. Donc nous sommes tous bien arrivés et les pèlerins sont déjà arrivés à l'hôtel. Et Inch'Allah, à partir de cette prière, on va commencer à aller à la mosquée. Moi, en tant que président de la sous-commission religieuse, les plans d'action qu'on a élaborés nous permettront de bien exécuter et nous permettront de bien réaliser toutes les activités qu'on a programmées à Médine par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette chance et on remercie notre autorité qui nous a facilité tout. Le voyage a été formidable dans l'avion et le voyage a été aussi magnifique. Tous les pèlerins sont contents et sont tous satisfaits. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde le succès à cette campagne de pèlerinage. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve notre chère patrie Mali. Cette année, ce sont 2000 pèlerins inscrits pour la filière gouvernementale sur 13 000 candidats au Hajj, quota du Mali donc, qui vont accomplir le 5e pilier dans les lieux saints de l'islam. À leur départ ce matin, ici à Bamako, le ministre en charge des affaires religieuses a salué la bonne organisation de ce pèlerinage. Aliou Abdoulaye Touré. C'est à bord d'un Boeing d'Egypte Air que les premiers pèlerins ont pris le chemin de la Mecque vers 6h30. Sur les 308 pèlerins, certains sont à leur première expérience pour le Hajj. Ils expriment leur enthousiasme pour aller accomplir ces devoirs religieux dans les lieux saints de l'islam. Je suis animé par un sentiment de joie et de fierté parce que par rapport au Hajj, c'est une chance unie, c'est une chance divine. Dieu n'accorde pas à tout le monde. Pendant mes 5 prières, je n'oublie jamais ma patrie. Je prie toujours pour la paix, la sécurité, le confort de tous les Maliens
et la cohésion sociale. Après des activités de formation des pèlerins sur les actes du Hajj, en vue de bien les préparer, ils sont accompagnés par des encadreurs pour leur permettre d'observer toutes les consignes une fois arrivés dans les lieux saints de l'islam et bien accomplir les différentes étapes. Tout ce qui concerne la religion, dans les travaux de la délégation, je suis chargé de ça. Et on a élaboré un plan d'action pour bien passer les pèlerinages et pour bien accompagner les pèlerins. Quant au ministre en charge des affaires religieuses, il se réjouit de la bonne organisation de ce pèlerinage. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et encore nous remercions le président de la transition, chef de l'État, qui nous a donné toutes les facilités par rapport à l'organisation du pèlerinage. Aujourd'hui, le Mali est fier tellement que l'organisation était au top et jusqu'à l'aéroport, la reconnaissance a été faite par tout le monde. Donc nous en appelons à la conscience de tout un chacun pour respecter les rites qui doivent être faits à la Mecque là-bas et pour bien respecter l'image de notre pays, car le président de la transition nous a instruit là-dessus et pour que nous soyons à la hauteur de tout ce que nous faisons. D'autres vols vont suivre. Et vous l'avez suivi tout à l'heure, le premier vol donc des pèlerins maliens est arrivé à Médine en Arabie Saoudite à 15h heure locale. Diplomatie et médias à l'ère du digital, thème d'un panel animé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Salon des médias, qui ferme d'ailleurs ses portes ce soir. Le chef de la diplomatie malienne a axé son intervention sur les avantages des nouveaux moyens de communication et la nécessité d'agir d'abord en tant que citoyen. Fousseini Tunkara. Le diplomate, pour se positionner dans le monde de l'information, il est bien dans son rôle, en sa qualité de diplomate, pour apporter les éléments explicatifs au thème « Diplomatie et médias à l'ère du digital ». Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, se prête à l'exercice à la faveur de la deuxième édition du Salon des médias. La diplomatie, par essence, est basée sur la communication. Aujourd'hui, nous faisons face au défi des réseaux sociaux qui exercent une pression énorme pour nous qui faisons la diplomatie, qui n'est pas toujours un travail qui se fait au grand jour, mais que ça exerce beaucoup de pression. Mais il y a la nécessité de pouvoir se donner la main, travailler ensemble, renforcer les capacités, lutter contre la désinformation et agir toujours en tant que citoyen. Dans la série des questions-réponses, les confrères ont souligné certaines préoccupations. Ils sont suivis dans leur regard par le ministre Diop. Beaucoup de participants ont souligné la nécessité de l'accès au gouvernement. Nous devons améliorer cet accès pour notre propre intérêt parce que je pense que c'est important. Il y a eu aussi des recommandations pour que le gouvernement puisse davantage élaborer une stratégie de communication globale, holistique, qui intègre l'ensemble des acteurs et qu'on définisse une relation de confiance pour pouvoir travailler avec tous les acteurs pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. On ne demande à personne de faire de la propagande, mais il s'agit vraiment de se battre pour son pays, de se battre pour l'information. Au-delà de ce cadre d'échange, les participants à ces salons ont eu l'opportunité de présenter individuellement les organes qu'ils représentent lors de la visite des stands. Tous les médias sont présents ici. J'ai vu des organes de pays étrangers comme Omega qui sont présents parmi nous. Le dernier point que je viens de visiter, qui est la formation, m'a semblé aussi être une idée lumineuse parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accompagner ceux qui sont dans le métier, qu'il faut aussi préparer la génération qui vient après et lui donner les outils nécessaires. Les organisateurs du Salon des médias ont eu les encouragements du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À l'instar des autres panélistes, il les invite à inscrire l'activité dans la durée. Diplomatie toujours avec la fête de la souveraineté de la Fédération de Russie. Une fête nationale célébrée chaque 12 juin au Mali. L'ambassade de Russie n'est pas restée en marge, une occasion pour magnifier l'excellence des relations entre Bamako et Moscou. Abdul Karim Kaba. La mobilisation des ressortissants russes, les Maliens et les diplomates des pays amis, cela témoigne l'excellente coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Cette fête, jour de Russie, est célébrée chaque 12 juin. Elle rappelle la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l'URSS. Occasion pour le diplomate russe de revenir sur le rôle et la place de la Fédération de Russie dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement
conscient de l'importance pour notre patrie et pour notre société d'être unis et de défendre le rôle qu'elle mérite dans le monde. La volonté mutuelle de renforcer les liens russo-maliens traditionnellement amicaux a été conformée. Nous continuerons à travailler dans ce sens. L'Occident ne parviendra pas à nous opposer au peuple frère malien. Maliens et Russes célèbrent ensemble cette journée dans la souveraineté retrouvée. Dès son accession à l'indépendance, le Mali a noué des liens forts avec la Russie. Liens qui n'ont cessé de se renforcer, mais aussi de se diversifier au fil du temps. La relation entre le Mali et la Russie est surtout une relation entre deux États, articulée autour des principes de respect réciproque, nous permettant de travailler harmonieusement sur les questions stratégiques d'intérêt commun. En ce qui concerne les droits de l'homme, le Mali et la Russie sont des fervents défenseurs de cette question, d'où leur implication dans la valorisation de l'être humain. Le Mali ne souhaite pas l'instrumentalisation ni la politisation de la question des droits de l'homme qui ne constitue l'apanage d'aucun pays, d'aucune civilisation. Donc il s'agit d'un bien commun que nous devons aborder avec beaucoup d'humilité en se disant que chacun apprend, chacun a sa spécificité et qu'ensemble nous devons œuvrer à promouvoir le respect de la vie et de la dignité humaine parce que toutes les vies humaines se valent. Aujourd'hui, il est étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres pays en matière des droits de l'homme. Que monsieur l'ambassadeur, dans ton pays, la Palestine, où des populations sont massacrées quotidiennement, que d'autres préfèrent regarder ailleurs. Et quand il y a des événements au Mali, certains prétendent aimer les Maliens, ou le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Je pense que ce sont ces politiques de 2 poids 2 mesures que nous cherchons à dénoncer en se disant qu'une vie humaine, où qu'elle soit, en Ukraine, au Sahel, en Palestine ou en Amérique latine, il s'agit d'une vie humaine. Chaque vie humaine perdue est un drame pour l'humanité. La célébration du jour de Russie fut un cadre pour le Mali et la Fédération de Russie de renforcer leur coopération bilatérale avec les prestations des enfants de l'école fondamentale Léon Tolstoï de Bamako. Et parlons toujours de coopération entre le Mali et la Russie. Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes. Hier, le commissaire à la sécurité alimentaire a réceptionné à Conakry 25 000 tonnes de blé mises à la disposition du Mali par la Russie. Du blé qui sera vendu aux opérateurs économiques à travers l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Les opérateurs économiques qui s'en réjouissent s'activent déjà pour récupérer leurs cargaisons et les acheminer vers le Mali. Nos envoyés spéciaux à Conakry, Yelima Kandiabate et Yaya Konaté. Autour du Singapore Spirit au port autonome de Conakry, un balai incessant de camions de transport. Aux véhicules qui acheminent le blé vers les magasins du port s'ajoutent désormais ceux des opérateurs économiques maliens qui transportent directement le produit vers le Mali. Pas moins d'une quarantaine de gros porteurs ont été chargés ici en moins de 24 heures. Une opération saluée par les opérateurs économiques évoluant dans le secteur. C'est une fierté, une joie aujourd'hui pour nous de recevoir aujourd'hui ce blé de 50 000 tonnes. Et cela dénote combien de fois que nous avons un gouvernement qui se soucie de la sécurité alimentaire du pays. Au nom du président de la coopération, nous disons un grand remerciement à toutes les autorités du Mali et principalement au président de la transition, son Excellence M. Assimi Goïta, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir le secteur industriel du pays. Pour jouer le rôle d'interface entre l'État et les opérateurs économiques, l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, c'est la structure chargée de la vente du blé en vue de la constitution d'un fonds revolving. C'est l'OPAM qui est désigné comme la société qui vend. On est l'interface entre les miniers et l'État.
comme le ministre l'a si bien souligné dans son discours, c'est-à-dire les ventes de cette quantité va servir de fonds revolving pour vraiment continuer l'approvisionnement du pays en blé, et afin que le prix du pain puisse avoir un prix vraiment abordable au niveau des consommateurs maliens. Les autorités portuaires guinéennes, de leur côté, ainsi que les transitaires maliens, se sont réjouis de l'aboutissement heureux de cette opération planifiée de longue date. En tant que transitaire qui est dans la chaîne de dédouanement, nous pouvons témoigner que les choses se passent très bien, tant au niveau du port, aussi bien que des consignataires et de la douane. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour dire encore une fois de plus aux Maliens que le port de Conakry est leur port. Toutes les facilités, toutes les bonnes occasions les sont données afin d'en profiter. Il y a eu beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, soit à Bamako ou à Conakry. Mais une fois que la réalité est là, on touche du doigt qu'on est en train maintenant de faire tout ce qui a été dit. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est une grande joie. C'est une grande joie de voir tous ces partenaires-là et de comprendre aussi que chacun joue un rôle dedans. Et de voir tous ces partenaires ici présents, aussi motivés et engagés pour qu'ensemble, on aboutisse à ce résultat-là. Donc c'est vraiment une fierté et on espère que ce sera à la satisfaction de nos clients cette fois-ci, qui sont nos frères et sœurs maliens, qui transportent leur blé, leur pétrole qu'ils ont reçu à travers le port de Conakry. Le déchargement de ce premier navire devrait s'achever au bout d'une dizaine de jours. Suivra un second qui a déjà pris le départ vers Conakry et qui est attendu ici avec la même impatience. 15e de l'environnement, à présent, rencontre de sensibilisation de la communauté sur les risques de santé liés aux produits chimiques. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. On en sait plus avec Agibou Koulibaly. Il s'agit à travers cet atelier d'informer et de sensibiliser les vendeurs et utilisateurs, dont 50% sont des femmes, sur les risques de santé liés aux produits chimiques. Sur le plan sanitaire, selon le rapport de l'OMS sur l'impact des produits chimiques sur la santé, il a été constaté qu'au niveau mondial, pour la seule année 2019, 2 millions de personnes ont perdu la vie et 53 millions ont été frappés de maladies d'incapacité liées aux produits chimiques. Ces produits sont sous-estimés du fait qu'elles ne prennent pas en compte l'impact de l'ensemble des produits chimiques. Les autorités maliennes ont pris l'engagement de capitaliser les actions de ce projet en vue de l'amélioration de la santé des populations et de la préservation de l'environnement par une gestion saine des produits chimiques. Abandonner la teinture n'arrange pas les teinturières. Nous demandons au ministre de nous appuyer pour que la profession se prospère. Nous avons besoin de telles initiatives qui nous honorent. Nous avons aussi besoin de lieux de travail et de matériel. Au Mali, nous sommes quand même un peu pris par tout ce que nous avons vu comme effet néfaste. Et c'est le lieu de penser à trouver des solutions meilleures pour une pérennité de cette activité. Et c'est de là dont nous parlons aujourd'hui. Et nous avons eu la chance d'être avec l'Organisation mondiale de la santé, dont le représentant était là, qui a quand même souhaité que les projets qui en découleront pourront faire l'objet d'un financement par des institutions de financement. Le projet Observatoire intégré santé-environnement, renforcement juridique et institutionnel pour une gestion saine des produits chimiques en Afrique est financé par le Fonds pour l'environnement mondial FEM, l'OMS et l'agence d'exécution et assure la mise en œuvre du projet pour le Mali, le Gabon, le Madagascar et le Sénégal. Contribuer à l'amélioration de la santé et de l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans dans le cercle de Djéma, c'est le pari que l'ONG Mouvement pour la paix entend gagner. Elle vient donc de lancer un projet dans ce sens à Djéma, Bokari Koulibaly et Moussa Togo.
En 2021, la malnutrition chronique touchait environ 26% des populations, entraînant le décès de près de la moitié d'enfants de moins de 5 ans au Mali, selon l'UNICEF. Face à cette situation, l'ONG espagnole Mouvement pour la paix, le désarmement et la liberté vole au secours des enfants et femmes dans le cercle de Djema à travers son projet, contribuer à l'amélioration de la santé et de l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans de la population du cercle de Djema. Ce nouveau projet AACID 2022 renforcera les acquis des anciens projets et programmes de MPDEL en termes de l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Ces groupes cibles sont entre autres les femmes en âge de procréer, les FEFA, les femmes enceintes et allaitantes. Financé par l'Agence andalouse pour la coopération internationale et le développement, le projet va significativement contribuer à améliorer les conditions de vie des groupes cibles. Le nombre de cas de malnutrition aiguë sévère était à peu près à 3000 cas en 2022. Et le nombre de cas de malnutrition aiguë modérée était environ de 5000 cas. Les femmes et les enfants de moins de 5 ans vont quand même avoir des soins et des conseils pour qu'ils puissent être épargnés de beaucoup de problèmes de santé. Au cours de cette année, le projet prévoit de prendre en charge 1800 enfants sur le plan nutritionnel, former des femmes sur des recettes nutritionnelles à base de produits locaux et les doter de stratégies de prévention et de lutte contre la malnutrition. Santé toujours avec l'inauguration du centre de santé communautaire de Sanankoroba. Il a coûté plus de 300 millions de francs CFA au budget communal. Ibrahim Kaukonate. Le centre de santé communautaire universitaire de Sanankoroba, ainsi inauguré par les autorités, dispose toutes les commodités requises liées à l'encadrement clinique des étudiants en médecine et des paramédicaux, tout en offrant des soins de qualité aux populations dans un cadre approprié. La mairie et l'ASACO, avec une enveloppe financière de 221 759 413 francs sur le budget communal, ont réalisé un dispensaire, une maternité, un hangar pour les vaccinations, le logement de la directrice technique, le logement de la sage-femme, la clôture, l'aménagement de la cour, un bloc de latrines, un groupe électrogène de 60 kVA pour alimenter permanemment la morgue. C'est le lieu de remercier très sincèrement les plus hautes autorités de la transition du Mali à travers le ministère de la Santé pour avoir diligenté la réalisation de ce projet avec promptitude et réalisme. L'ouverture de ce centre est couplée au démarrage des activités de dépistage de masse et de traitement du cancer du col de l'utérus initié par le projet Clé. Le projet Clé dont il est question a pour objectif de contribuer à l'amélioration des soins de santé primaire, de la santé de la reproduction ainsi que des droits connexes pour les femmes et les filles au Mali, particulièrement celles des régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso et Ségou et les districts de Bamako. Ces appuis du projet Clé au CESCOM de Sanankoroba se chiffrent à la date d'aujourd'hui à 152 352 365 francs CFA. Par vidéo, la chef de la coopération de l'ambassade du Canada a rappelé les efforts de son pays aux côtés du Mali depuis des années. Saluer l'engagement des autorités canadiennes pour leur contribution dans le développement et la stabilité de notre pays. Ces infrastructures ultramodernes marquent un pas en avant vers l'accès à de meilleurs soins de santé pour les populations de l'aire de Sanankoroba. L'occasion était bonne pour les responsables de l'ASACO de décerner des reconnaissances aux partenaires. Ainsi, le maire de Sanankoroba, Mamadou Zantraoré, invite la population à fréquenter cette nouvelle infrastructure sanitaire désormais équipée d'un plateau technique de dernière génération. Dans la région de Mopti, l'Organisation mondiale de la santé apporte son soutien aux populations sinistrées du district sanitaire de Djéné. Elles ont été affectées, rappelez-vous, par des inondations en septembre 2022. Boubacar Sankari. Plus de 17 000 personnes, dont 2160 enfants,
des villages de Signes et de Souala dans le district sanitaire de Djenné vont bénéficier d'une assistance médicale d'urgence et un soutien psychologique. C'est là à travers le projet d'assistance médico-psychologique aux populations affectées par la crise humanitaire et les inondations dans la région de Mopti. L'objectif de ce projet est d'apporter une assistance humanitaire aux personnes déplacées internes dans les districts sanitaires de Djenné à travers la mise en place de points de prestations sanitaires modulables de qualité incluant une surveillance et une sensibilisation de la population pour une prévention des épidémies. Pour un coût de plus de 45 millions de francs CFA, le projet va durer 10 mois et prévoit plusieurs activités. La mise en place du système d'alerte précoce à travers le recrutement et la formation de 50 relèves communautaires dans les districts sanitaires de Djenné. La mise en place de 2 postes médicaux, paiement avec un réservoir d'eau de 3000 litres chacun dans les aires de santé de Signes et de Souala. Le projet est initié par la Direction régionale de la santé avec l'appui technique et financier de l'OMS à travers le fonds CERF. L'atteinte des objectifs de ce projet nécessite l'engagement et la participation de tous les acteurs. C'est pourquoi j'engage tous les responsables des services techniques concernés, la société civile, les communautés bénéficiaires à s'impliquer dans la mise en œuvre pour une grande efficacité. D'ores et déjà, certaines activités du projet sont en cours de réalisation. Il s'agit notamment du démarrage de la construction des maternités de Signes et de Souala. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir dans nos programmes, le bal de costumes traditionnels organisé par la Direction générale de l'ORTM. Ne décrochez donc pas pour découvrir et surtout admirer à travers cet événement le Mali culturel dans toute sa diversité. C'est tout à l'heure sur nos antennes. Terminons avec une note de tristesse. Sambou Soumaré, colonel de la gendarmerie à la retraite et ancien ministre de la Justice, est décédé le 31 mai dernier aux États-Unis à l'âge de 83 ans. Les parents, amis et anciens collaborateurs ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu cet après-midi. Nouhoum Sissoko. L'enfant de Nara, le colonel de gendarmerie à la retraite Sambou Soumaré, qui nous a quittés du haut de ses 83 ans, a eu une carrière on ne peut plus atypique dans l'appareil d'État. Il fréquente l'école des enfants de troupes de Kati et est incorporé dans l'armée française. Inscrit en 1959 au centre de perfectionnement des sous-officiers à Dakar, il poursuit sa formation d'officier à Fréjus. Avec l'accession du Mali à l'indépendance, Sambou Soumaré rentre au Bercail comme bien d'autres compagnons pour être parmi les élèves d'officiers actifs de la première promotion 1962-1964 de l'EMIA. Il deviendra successivement officier de renseignement, directeur de la sécurité d'État jusqu'en 1968, commandant des compagnies de la gendarmerie de Gao, de Sikasso et de Caille de 1968 à 1978. Il fut également avocat général près la Cour spéciale de sûreté de l'État, directeur de la Sûreté nationale et inspecteur des armées et services de sécurité. De ce poste, il est promu ministre de la Justice garde des Sceaux lors du dernier remaniement ministériel effectué par le président Moussa Traoré. Officier de cabinet au ministère des Forces armées et des anciens combattants à partir de 1994, il fait valoir ses droits à la retraite en 1998. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Ta disparition nous rappelle une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Le colonel de gendarmerie à la retraite Sambou Soumaré, selon des témoignages, était affable et entretenait des relations cordiales avec les siens. Il s'est beaucoup impliqué dans le développement du cercle de Nara, son terroir. Le magistrat colonel à la retraite Sambou Soumaré était l'un des fondateurs de l'amicale des gendarmes retraités et veuves du Mali. Nous avons hérité de cette amicale-là et nous l'avons érigée maintenant en association. Cher papa, tes voisins de la famille Kamara, Tramera, Sangaré, Koulibaly, Dramé, Djara, Djabaté, Ba, t'ont tous pardonné. Tes enfants t'ont tous pardonné.
tes petits-enfants, tous, t'ont pardonné. Le colonel de gendarmerie à la retraite Sambou Soumaré qui s'en est allé repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants affligés. Ainsi s'achève ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous donne rendez-vous demain, d'abord à 13h sur la radio nationale, dans 13h dimanche. Et je vous retrouve toujours avec le même plaisir à 20h. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.